Suivez Priorité Santé avec les sociétés Souno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Souno Assurance. Souno Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Caroline Paré. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler de la schizophrénie, une pathologie qui reste aujourd'hui encore mal connue du grand public et souvent caricaturée, stigmatisation multiple qui pèse encore sur cette maladie mentale, mais surtout sur celles et ceux qui en souffrent, les patients comme leurs proches. Maladie mal connue sur laquelle il y a encore beaucoup à apprendre. Les chercheurs travaillent justement pour essayer de connaître les origines, développer des approches préventives, envisager de nouvelles pistes, améliorer l'offre de soins pour une meilleure prise en charge, surtout lorsque le patient est résistant au traitement. Accompagner les familles, améliorer l'information et lutter contre les préjugés, car cette maladie n'est pas l'affaire du seul patient, son entourage est également impliqué et sensible au regard, au jugement des autres. Cette maladie appelle des réponses multiples sur le long terme, prise en charge en santé mentale, mais aussi en santé physique, car les personnes atteintes de schizophrénie sont également plus vulnérables à d'autres maladies chroniques, du cœur, du métabolisme, aux infections. Comme toutes les populations discriminées, leur pathologie mentale constitue également un obstacle supplémentaire dans l'accès aux soins, injustice colossale lorsque l'on sait que la schizophrénie concerne directement aujourd'hui dans le monde, d'après l'OMS, pas moins de 23 millions de personnes. Comprendre la schizophrénie, accompagnement des malades, de leur entourage, sensibilisation du public, lutte contre la stigmatisation et bien sûr avancée de la recherche. En ligne avec nous, docteur Boris Chaumette, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, chercheur dans l'unité INSERM U1266, docteur en psychiatrie et en neurosciences. Également en ligne avec nous, Bénédicte Chenu, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre fondateur du collectif Schizophrénie au pluriel. On comprendra pourquoi il y a ce pluriel. Mère d'un jeune homme, Charles, concerné par la maladie. Parcours de vie, parcours de soins que vous racontez dans le livre Des Lumières dans le ciel, publié aux éditions Le Duc. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Sénégal le docteur Aki Ouad Khan, psychiatre au CHU de Fann, neuroanatomiste et enseignante-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et puis, la conférence internationale sur le sida. On va en parler en fin d'émission, conférence pas comme les autres puisqu'elle s'est ouverte lundi, pandémie de Covid oblige, travaux en vidéo, via vidéo, ce qui forcément ne facilite pas les échanges. 2020 donc, progrès de la recherche, des prises en charge sur le long terme, mais aussi objectifs attendus qui ne sont pas au rendez-vous. On va en parler, on donnera la parole au professeur François Dabis, épidémiologiste et directeur de l'ANRS, Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. Priorité Santé sur RFI. Comprendre la schizophrénie, tout un programme parce que vous y travaillez au quotidien. Docteur Boris Chaumette, il y a encore beaucoup de choses à découvrir au sujet de cette maladie mentale. Pour votre part, vous travaillez notamment sur la génétique, l'épigénétique des troubles psychiatriques. On va essayer de faire simple pour que tout le monde comprenne, y compris moi-même. On peut dire que vous essayez de comprendre ce qui pourrait être à l'origine de la schizophrénie. On parle en fait de causes au pluriel. On parle effectivement de causes au pluriel parce que les causes sont très diverses et très multifactorielles. Et effectivement, comme vous le dites, des facteurs génétiques qu'on commence à pouvoir identifier. Et puis également le poids de l'environnement. Donc ça laisse une part de modulation de la génétique par l'environnement, le stress, les consommations de toxiques. Et donc on est au balbutiement vraiment de comprendre ce que c'est que cette émergence de symptômes à l'adolescence. Et évidemment, il y a de la recherche qui se fait en cours. Donc on a quand même aujourd'hui des possibilités de traduire les avancées de la recherche qui sont au laboratoire en pratique pour les patients. Vous avez dit génétique, il y a justement cette question très directe. On commence tout de suite avec cette question d'un auditeur du Cameroun. C'est Yemel, docteur Chaumette, il demande, est-ce que cette maladie est héréditaire ? Cette maladie est très génétique, le mot génétique plutôt qu'héréditaire. Il faut distinguer. Il faut distinguer parce qu'on peut avoir des anomalies génétiques qui ne sont pas forcément transmises par les parents. Il peut y avoir des fautes au moment du recopiage de l'ADN
transmis par les parents à l'enfant. Donc, c'est une maladie qui est génétique, dont une part est héréditaire, est héritée effectivement des parents, et c'est pour ça qu'on a dans des familles, des fois, des agrégations de patients qui ont des schizophrénies, mais parfois aussi d'autres troubles. C'est-à-dire que c'est vraiment cette question de la modulation par l'environnement fait que parfois dans une famille, on peut avoir une dépression chez un parent, une schizophrénie chez un enfant et une bipolarité chez un cousin. Donc c'est pas directement héréditaire, il y a une partie héréditaire, mais c'est plutôt une partie génétique. Docteur Chaumette, est-ce qu'il y a différentes approches médicales, psychiatriques, psychologiques? Pour le grand public, ça peut paraître un petit peu confus ou en fait des histoires de spécialistes, mais c'est très important parce qu'en fonction des visions de la maladie, on va pas proposer le même traitement, ni même le même accompagnement, ni même, on va dire, la même culpabilité aux familles. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y a des visions multiples de la schizophrénie et même de la psychiatrie, avec des gens qui sont très orientés sur la question de la psychologie, où on psychologisait parfois même à outrance les choses, en rendant presque le sujet coupable ou responsable de ces symptômes, et à l'inverse, une vision totalement déstigmatisante où on va complètement accuser la biologie. Là, probablement que la réalité est un peu entre les deux. Il y a une part biologique qui est inhérente, on ne peut pas la changer, on peut faire avec, on peut prévenir les choses pour ceux qui sont à risque. Et puis, à l'opposé, il y a aussi des éléments environnementaux sur lesquels on peut agir et on peut intervenir pour améliorer les symptômes du patient. Donc la vision est un peu entre les deux, pas totalement stigmatisante, pas totalement déculpabilisante, et probablement que c'est ça qui rend les approches différentes et complexes. Alors on va bien sûr avoir l'occasion de reparler de la recherche. On va commencer par un point très important, c'est identifier la maladie, le diagnostic pour éviter à la fois de retarder la prise en charge pour les patients, pour la famille. Cette attente, ça peut être vraiment douloureux et on verra dans quelques minutes avec vous, Bénédicte Chenu, comment justement ce sentiment d'incompréhension peut pourrir, gâcher la vie. D'abord, docteur Boris Chaumette, on commence par décrire certains de ces symptômes majeurs de la schizophrénie. Il n'y a pas un symptôme, mais un faisceau de symptômes. C'est exactement ça. Parfois, on a une vision très réductrice où on dit c'est un dédoublement de personnalité, on entend ça des fois. C'est absolument pas les symptômes du patient. Le patient, il a des symptômes qu'on dit positifs, c'est-à-dire qui sont en plus d'un comportement normal. Ce sont des hallucinations, le fait d'entendre ou de voir des choses qui ne sont pas réelles. Il y a à côté de ces symptômes d'hallucination des symptômes délirants, donc le patient va interpréter différemment la réalité ou voire créer sa propre réalité. Donc ça, c'est les symptômes qu'on dit positifs. À côté de ça, il y a les symptômes négatifs qui sont en diminution par rapport à ce que présente un sujet qui n'a pas de schizophrénie. Et donc c'est par exemple des replis sociaux, les difficultés dans la gestion de la vie quotidienne. Et puis, un troisième type de symptômes, c'est les symptômes de type désorganisation, où là, le patient a du mal à enchaîner les idées, à pouvoir tenir un discours cohérent. Et donc, il y a ces trois aspects, symptômes hallucination, délire, symptômes repli social et symptômes désorganisation, avec des troubles cognitifs qui sont extrêmement variés. Et c'est pour ça qu'on parle des schizophrénies, c'est que on peut avoir un type de symptômes sans avoir un autre type de symptômes, et pourtant parler de schizophrénie. Alors, je disais tout à l'heure en vous présentant, au-delà de votre engagement associatif au sein du collectif Schizophrénie au pluriel, Bénédicte Chenu, je le dirai à chaque fois au pluriel, parce que c'est important, on va comprendre pourquoi. Vous êtes la mère d'un enfant, c'est un jeune homme aujourd'hui qui est pris en charge pour cette maladie. À quel âge avait votre fils quand vous avez perçu certains signes que vous vous êtes posé les premières questions? Alors, mon fils avait 16 ans quand j'ai commencé à percevoir des signes un peu différents, un peu étranges. Bon, il fumait du cannabis, donc j'avais pas mal associé cette différence par rapport à sa consommation de cannabis. Il y avait un décrochage scolaire, un repli, une parole assez courte, assez évasive. Voilà, il avait perdu beaucoup de poids et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions et à aller consulter un psychologue. Est-ce qu'on peut dire, docteur Boris Chaumette, que l'adolescence c'est vraiment une période sensible pour la maladie? C'est une période extrêmement sensible pour la maladie. C'est le moment où il y a la maturation du cerveau. Donc, c'est entre 15 et 25 ans à peu près que les symptômes se déclenchent, comme c'est le cas pour Charles, donc le fils de Bénédicte Chenu. Donc, c'est 16 ans. Donc, c'est à peu près le moment où peuvent commencer les symptômes. Quand ça commence plus tôt, il y a des formes très jeunes, des formes dans l'enfance, avant 13 ans. C'est exceptionnel et ça pose question et probablement il faut poursuivre les investigations dans ces formes-là parce que c'est probablement lié à une réalité biologique encore mal comprise. Bénédicte Chenu citait justement d'emblée la consommation de cannabis. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en avant, docteur Chaumette?
Oui, la consommation de cannabis, c'est vraiment un facteur environnemental majeur dans le risque de schizophrénie. C'est probablement même la cannabis au-dessus de toutes les autres drogues. C'est vraiment la drogue qui entraîne des symptômes psychotiques, à la fois chez les patients qui sont à risque et en même temps chez les patients qui ont déjà une schizophrénie. Ça va accentuer les symptômes. Donc c'est vraiment pas une drogue douce comme on entend parfois. C'est vraiment une drogue qui a des effets importants parce que ça touche la maturation du cerveau. Je sais que c'est un petit peu compliqué comme question, mais qu'est-ce que ça provoque ? Quels signes, on va dire ? On n'est pas du tout là pour faire l'apologie de ce genre de substance, mais quand même, juste parler à froid. Qu'est-ce que ça suscite comme chose que cela ne suscite pas quand on n'est pas concerné par, on va dire, des traits de schizophrénie ? En fait, il faut comprendre que là, on est dans l'interaction gène et environnement, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que on n'est pas tous égaux face à la consommation de substances. Et il y a des patients qui vont vous décrire une euphorie avec le cannabis, d'autres qui vont vous ressentir plutôt un apaisement en fonction de leur patrimoine génétique. Et donc, en fait, on n'est pas tous égaux non plus sur le risque que ça va développer des pathologies de type schizophrénie avec le cannabis. Donc vraiment, en fait, quand on consomme du cannabis, on joue à la roulette russe. On connaît pas son risque et on tente de fumer et on voit ce que ça donne. Et donc ça, c'est important à comprendre parce qu'il y a des patients qui sont extrêmement sensibles et dès la première consommation de joint, ils vont commencer à ressentir des symptômes qui vont être par exemple des éléments paranoïaques, qui vont être des sortes d'hallucinations à minima, etc. Bénédicte Chenu, vous avez le souvenir justement parce que vous parlez de crise à plusieurs reprises dans votre ouvrage, de crise amplifiée par cette consommation et même de la part de votre fils après des regrets compte tenu des dégâts provoqués. Ça faisait quoi chez lui ? Déjà, c'était un consommateur quotidien, donc il était toujours, très obsédé par ça. Il était très dépendant. Très dépendant dans une autre réalité. Il pensait qu'à ça. Et ce qui a été compliqué en fait pour moi, c'était de faire. Je n'avais pas du tout imaginé que ça pouvait être une schizophrénie. Je pensais plutôt au fait qu'il fumait du cannabis, et donc c'était pour ça qu'il avait ce genre de comportement. J'avais associé, et c'est là où c'est assez. On ne sait pas trop au début si c'est juste une consommation de cannabis, mais j'étais très loin d'imaginer que ça pouvait être une maladie psychique comme la schizophrénie. Alors entre ces signaux et le moment où le nom de la maladie est prononcé par un médecin, Bénédicte Chenu, il y a combien de temps ? Alors, mon fils a été diagnostiqué à Sainte-Anne, justement, à l'âge de 18 ans. Là, le mot a été prononcé. Mais c'est vrai qu'avant, il n'a pas été prononcé, voilà, ou alors vraiment du bout des lèvres, ou alors, non, c'était pas une schizophrénie parce que c'était plutôt qu'il n'était pas bien chez moi, qu'il aurait été mieux chez son père. Enfin, il y a eu quand même quelques années d'errance. Et puis, voilà. Et puis, le jour où, en fait, le diagnostic a été posé, même si c'est pas du tout facile à entendre, ni pour moi, ni pour mon fils, là au moins c'est le départ, si vous voulez, pour une prise en charge. Et donc, vous en saviez quoi à ce moment-là ? Quand on vous dit schizophrénie, vous en saviez comme le grand public, y compris pas mal d'idées fausses ? Oui, absolument. Moi, j'étais absolument comme le grand public. J'en avais peur. Je pense que je redoutais énormément que ce soit ça. Je le dis, c'est que j'aurais préféré que ce soit une autre maladie. Je connaissais pas. J'étais très ignorante, et donc comme j'étais ignorante, je stigmatisais. J'ai repoussé vraiment. Je me souviens d'avoir dit au psychiatre qui m'a annoncé le diagnostic qu'il pouvait se tromper. Ça a été ma première réaction. Le déni, c'est fréquent. Oui, puis de refus en fait, de ne pas accepter, de me dire que non, ça pouvait pas être ça, voilà, ou alors c'était juste temporaire, c'était parce qu'il fumait du cannabis en fait. Vous avez eu le sentiment peur, par rapport à votre fils qu'on a, on va dire, perdu du temps, Bénédicte Chenu, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui, on a perdu du temps. On a perdu du temps entre le moment où il a été hospitalisé quand il était mineur en pédopsychiatrie, ensuite quand il a été dans le CMP du 13e. Oui, on aurait pu aller plus vite. Oui, absolument. Heureusement, il s'est rien passé de grave pendant ce temps-là, mais moi j'ai perdu mon fils et moi, enfin surtout mon fils, on a perdu quelques années. Heureusement, pas trop, parce que 18 ans, c'est assez tôt finalement pour annoncer un diagnostic. Il y en a qui attendent beaucoup plus longtemps. Bénédicte Chenu ne prononce pas le mot, docteur Boris Chaumette, mais il faut le dire, il ne s'est pas passé quelque chose pendant ce temps-là, parce que la crainte majeure, la crainte ultime, c'est bien sûr la tentative de suicide. Oui, il y a énormément de... Allez-y, si vous voulez d'abord réagir, Bénédicte Chenu, allez-y. Non, je voulais juste dire qu'il y a énormément de tentatives de suicide, et il y a énormément de suicides dans les schizophrénies, à peu près 10%, donc c'est vraiment énorme, et il faut vraiment, dès le début, prendre en charge les patients et la famille et l'entourage. Oui, parce que par rapport à tous les préjugés qu'on va citer au cours de cette émission, la pseudo-dangerosité de la schizophrénie, c'est surtout
pour le patient lui-même, docteur Chaumette. C'est effectivement ça, c'est-à-dire que les patients sont avant tout dangereux pour eux ou parce qu'ils vont se trouver en difficulté dans la gestion de la vie quotidienne et donc du coup, par exemple, être victime d'escroquerie. Donc il y a un risque pour le patient. Hein. Mesdames Chenu disait très justement 10% de risque de suicide dans la schizophrénie, notamment dans les premières années, ces années où finalement on attend le diagnostic et où on n'a pas forcément encore instauré de traitement. Et ça plaide aussi pour une chose qui est essentielle, c'est l'intervention précoce. C'est-à-dire aujourd'hui, un patient qui commence à avoir des difficultés à l'adolescence doit rencontrer un psychiatre formé à l'intervention précoce pour évaluer les choses. Il y a encore trop d'errance et on sait que ces années de psychose non traitée, qui sont très très importantes, 2 ans c'est un minimum presque, j'ai envie de dire, et je pense que le cas du fils de Madame Bénédicte Chenu est assez, malheureusement, assez bien, illustre assez bien ça, c'est que ces années de temps perdu, en fait, sont des années où le patient n'a pas de traitement et ça diminue le pronostic du patient. Est-ce qu'on peut parler d'une aggravation? Est-ce qu'on peut parler justement pendant ce temps, cette non prise en charge, d'une aggravation de la maladie? Il y a probablement, effectivement, le fait qu'il y ait une aggravation de la maladie parce qu'on ne reçoit pas les soins adaptés. Et donc, en fait, on va rentrer dans des phases plus compliquées ensuite à traiter, avec de la résistance au traitement, avec de la résistance sur l'amélioration des symptômes, avec un moins bon fonctionnement intellectuel. Et donc, du coup, ça plaide effectivement pour une intervention le plus tôt possible pour ces patients, dans une période où, encore une fois, ce sont des symptômes, comme le dit Madame Chenu, qui sont extrêmement aspécifiques. C'est-à-dire qu'au début, on s'interroge, est-ce que c'est la consommation de cannabis? Est-ce que c'est la crise d'adolescence? En fait, c'est probablement déjà des premiers symptômes, mais qui sont difficiles à repérer comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut absolument consulter à ce moment-là. Il faut consulter, mais encore faut-il que la personne, surtout quand c'est un jeune adulte mineur, le veuille bien. Docteur Boris Chaumette, comment on fait quand on est parent? On a un jeune homme à la maison qui n'a pas forcément conscience de sa maladie, qui se trouve différent, mais finalement, même s'il a un mal-être, même s'il a des douleurs, même s'il a des hallucinations, même s'il a des passages à vide, il dit la psychiatrie c'est pas pour moi, je suis pas malade et fichez-moi la paix. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première question, c'est pourquoi le patient ne veut pas consulter? C'est probablement souvent parce qu'il y a une stigmatisation de la maladie mentale. Alors, il faut l'amener probablement par des moyens détournés. Donc, faire consulter par le généraliste, faire consulter par des infirmiers scolaires, éventuellement quand il y en a, mettre en fait un faisceau de personnes qui vont intervenir et qui vont petit à petit guider le patient vers une prise en charge adaptée. C'est extrêmement difficile, il n'y a pas assez de soutien là-dessus, et probablement qu'il faut que la psychiatrie se réinvente en ayant des unités d'intervention spécifiques pour les jeunes qui permettent d'avoir des consultations de manière moins stigmatisante. Malgré tout, quand la personne ne veut pas consulter, ou parce qu'il y a une dimension aussi dans cette maladie qui est spécifique, c'est de ne pas en avoir conscience. Oui, ce qu'on appelle l'anosognosie ou encore le déni des troubles fait partie des symptômes. C'est-à-dire que le patient refuse de penser qu'il est malade. Il s'accroche à son délire. Le délire, c'est une conviction inébranlable. On pense que cette chose-là est vraie malgré tous les arguments qu'on peut nous donner. Et donc, ça veut dire que le traitement ne va pas être de convaincre le patient. Le traitement va être de mettre en place des médicaments pour changer petit à petit la chimie du cerveau et donc permettre au patient de sortir de ces éléments délirants ou de son déni de la maladie. Aujourd'hui, Bénédicte Chenu, en quoi consiste la prise en charge de votre fils Charles? Alors aujourd'hui, la prise en charge de mon fils, c'est une prise en charge qui est holistique, qui prend en compte toutes les dimensions de sa personne. Donc avec justement un médicament personnalisé, donc un médicament où il y a eu au préalable des examens, des prises de sang. Ensuite, il a une prise en charge psychologique. Il est suivi par le SAMSA-Prepsi, qui est un organisme formidable qui s'occupe vraiment très très bien de tout, justement, du somatique, de l'alimentation, de son hygiène de vie. Et puis également l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle, tout dépend du début de la maladie en fait. Et ce recours justement associatif, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Alors oui, moi c'est important parce que devant justement, moi avec d'autres parents, on a décidé donc de créer ce collectif schizophrénie en 2015, vraiment pour déjà essayer de. Alors ce collectif réunit, ce qui est formidable, c'est d'ailleurs une très belle aventure, c'est qu'il réunit les personnes concernées par la maladie, qui vivent avec les troubles. Ça réunit les proches, les professionnels de santé, les familles. Et en fait, pour essayer devant cette prise en charge qui est très inégale et qui n'est pas toujours justement à la hauteur des enjeux de cette maladie, c'est vraiment pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination de ces maladies, pour ensemble, avec tout le savoir-faire des associations, parler d'une voix forte sur justement sur ces maladies et puis donner une information claire, basée sur des savoirs scientifiques, sur des savoirs expérientiels aussi des patients.
Et puis voilà, c'est essayer de sensibiliser le grand public alors ce qui est très important, c'est les témoignages des personnes, parce qu'on sait que les témoignages des personnes, on sait que ça aide beaucoup à la déstigmatisation, parce qu'on peut se projeter, on a de l'empathie, et ça défait un peu tous les grands fantasmes qu'on peut avoir sur la schizophrénie. Et puis aussi, ce que le collectif schizophrénie veut faire connaître aussi toutes les approches thérapeutiques qui sont fondées sur le rétablissement, parce que moi, c'est quelque chose qu'on ne m'a pas dit, mais le rétablissement est possible pour cette maladie. On peut très bien vivre avec une schizophrénie, avoir une vie de famille, avoir des enfants, travailler. C'est possible. C'est pas un coup près. C'est pas un coup près. Non, c'est pas un coup près, mais il suffit d'avoir une très bonne prise en charge, comme celle que je viens de décrire pour mon fils et pour d'autres personnes. Même si ça a été long, dans votre livre, Bénédicte Chenu, des Lumières dans le ciel, on perçoit donc cet engagement associatif dont vous venez de parler, mais aussi la tendresse maternelle, mais une grande colère, difficulté à accepter. Vous écrivez: j'ai mis du temps à accepter ce diagnostic parce qu'il fermait l'espérance, et ma résistance dure encore aujourd'hui. Vous êtes encore en colère ? Alors, j'ai complètement accepté la maladie de mon fils. Je suis parfois en colère quand je reçois des appels de personnes qui nous appellent via le collectif pour nous dire que les psychiatres veulent pas les recevoir, ou pour nous dire que leur enfant s'est suicidé. Enfin, là, ça me met en colère, mais sinon, je suis plus du tout en colère parce que d'abord mon fils va mieux. Je dialogue beaucoup avec lui, et puis parce que voilà, et puis j'ai accepté cette maladie. En fait, c'est finalement, je me rends compte que je regarde d'autres maladies. Finalement, c'est une maladie comme une autre qui nécessite une prise en charge particulière. Mais non, j'ai plus tellement de colère. Voilà. Alors, on continue de donner la parole à celles et ceux qui sont concernés par cette maladie. On parle de santé mentale dans Priorité Santé sur RFI, de la schizophrénie. Et concerné, vous l'êtes directement. Moussa, bonjour. Bonjour Caroline. Vous résidez en région parisienne, Moussa, vous avez 36 ans et vous partagez votre quotidien avec votre frère. Vous me dites si je me trompe, il a 2 ans de moins que vous, il est atteint de schizophrénie. Depuis quand vous connaissez le nom de cette maladie en particulier pour votre, on va dire, petit frère, même si ça doit être un grand bonhomme? C'est ça, c'est depuis l'âge de 20 ans, on va dire. C'est quelque chose que je connaissais pas forcément, mais que j'ai appris en fréquentant les psychiatries en général, parce que c'est pas une maladie que je connaissais en tout cas, mais que j'ai appris à découvrir. Et les signes, c'était quoi les premiers signes dans la famille? Ouais, des phrases un petit peu. En fait, il était déconnecté, on va dire. Déconnecté, il pouvait devenir violent. Puis après, il y avait plus de prise d'initiative, des choses comme ça, quoi. Contre qui étaient dirigés ces accès de violence? Ça pouvait être n'importe qui, même ma mère. Et après, il y a eu des petits soucis, on va dire, entre guillemets, mais ouais, ça pouvait être n'importe qui, quoi. Et par rapport à vous, comment ça se passait? Alors moi, bizarrement, il y a toujours eu l'autorité du grand frère, on va dire, entre guillemets. Donc moi, il a jamais été violent envers moi, il a jamais vraiment divagué envers moi, donc c'était plus à l'extérieur que ça se passait, quoi. C'était plus derrière mon dos, dehors, ou quand il faisait aussi ce qu'on appelle des voyages pathologiques. C'est-à-dire des disparitions, des errances? Voilà, il errait comme ça dans la rue, il pouvait partir un mois, on n'avait plus de nouvelles, ou 2 mois, ou après il se retrouve après, forcément il se faisait arrêter, et puis contrôler, puis dirigé emmené dans les hôpitaux psychiatriques. D'abord par les urgences. Après, il se retrouvait un petit peu il a un peu sillonné la France par ses voyages pathologiques, en fait. Et justement aussi, on a bien compris depuis le début avec l'échange avec Bénédicte Chenu, cette maladie, c'est aussi une affaire de famille. Comment votre mère a réagi? Il y a forcément le contexte, en fonction des milieux culturels, ça peut vraiment changer les choses. Votre maman, comment est-ce qu'elle a vécu cette maladie, cette schizophrénie de votre frère? Elle a subi, on va dire qu'elle a subi cette maladie, on va dire. Parce qu'elle a, il y a des choses que j'ai pas forcément envie de dire, mais elle a vraiment subi cette maladie. Vous savez, chez nous, on dit plutôt que c'est des mauvais esprits, mais en France, c'est qualifié de schizophrénie, mais chez nous, on parle de mauvais esprits, parce qu'on a l'impression que la personne est possédée, que la personne, c'est plus elle qui dirige son corps. Parce que la famille est originaire d'Afrique de l'Ouest, c'est ça? C'est ça. Et donc, on a l'impression que ce sont des esprits et que c'est pas une maladie psychiatrique. Finalement, la psychiatrie, il y a peu de connaissances culturelles là-dessus dans la famille. C'est ça. Et puis, vous voyez, c'est une maladie, on ne guérit pas forcément de ça. On peut avoir un traitement, mais on ne guérit pas de ça. On va dire, entre guillemets,
J'ai l'impression, après moi, c'est selon ce que j'ai vu, selon mon expérience, j'ai l'impression que c'est plutôt on va étouffer la maladie entre guillemets, mais on n'en guérit pas vraiment. Alors, il y a eu la violence, il y a eu les errances que vous appelez ces voyages, mais il y a aussi des séjours en institution psychiatrique. C'est ça, plusieurs fois, il est même passé par la case prison. Mhm. Après, il a fini en psychiatrie. Et puis bon, c'était vraiment à cause de ces voyages pathologiques, on a fait beaucoup d'hôpitaux psychiatriques en France quoi, pour le récupérer. Bon, après, il y a eu des systèmes aussi de transport en ambulance pour le rapatrier. C'était compliqué. Une période, c'était vraiment compliqué. Il a quitté le domicile de votre maman, il est venu vivre chez vous. Comment vous prenez cette décision? Étant donné que moi, il a cette, on va dire entre guillemets, crainte Mhm. de cette autorité et que ma mère, elle avait aucune crainte de elle. Mhm. Et Il fallait la protéger. Fallait la protéger, quoi. Mhm. Voilà. C'est pas évident parce que bon, moi aussi j'ai une famille, Mhm. j'ai une femme, j'ai des enfants. C'est pas du tout évident, mais si moi si je le prends pas en charge, personne ne pourra le prendre en charge parce que c'est compliqué. En plus, c'est un grand gaillard, assez costaud, donc ça peut faire peur. Mhm. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Voilà. Comment vous ressentez ça? Parce que j'imagine que des fois on est excédé, des fois on est fatigué, des fois on est en colère. On garde la part d'amour pour son frère quand ça se passe aussi durement? Bien sûr, c'est notre frère quoi qu'il arrive, c'est notre sang, mais c'est vrai que il y a toujours des moments où on comprend pas. On va se demander pourquoi nous, quoi. On va se poser des questions, on va se demander pourquoi le destin il a été cruel avec nous, pourquoi ceci, pourquoi cela. On va se poser des questions, mais en tout cas moi pour ma part, je lâcherai pas l'affaire parce que ça reste mon frère et que je veux pas qu'il finisse. Qui finissent à la rue? Voilà, Qui finissent à la rue. Voilà. Ou pire. D'ailleurs, c'est déjà, voilà. Et vous avez le courage, c'est votre frère, mais votre épouse, c'est quelque chose qui doit être complexe aussi à faire accepter, de dire, bien sûr, quand on prend quelqu'un, on prend un petit peu la famille, parfois quand on se marie avec, mais là, c'est quelque chose de spécial. Oui, c'est quelque chose de spécial, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est bon, je lui tire un grand chapeau parce que c'est vrai que c'est pas évident du tout. Elle l'a pas, enfin, elle subit aussi, elle subit sa situation. Alors, aimer, je pense, comme tout le monde, vivre normalement avec ses enfants et son mari, et ne pas forcément supporter mais elle le fait par amour, en fait. Elle le fait juste par amour. Il est vraiment souvent question d'amour hein, quand on aide les personnes qui sont autour de nous. Est-ce que vous vous sentez aidé, vous? Est-ce qu'il y a autour de vous des réponses quand vous vous posez des questions sur cette maladie ou vous vous êtes senti très souvent tout seul pour aider votre frère? Oui, après, personnellement, moi, je me suis senti seul. Je me sens toujours seul, d'ailleurs, pour affronter cette maladie-là. Je me sens seul, oui, parce que bon, après, peut-être tout simplement que je suis pas assez informé. Mais j'ai l'impression que personne nous tend la main, quoi. Voilà. Vous êtes tourné vers des associations, Moussa? Je viens de découvrir l'association collective schizophrène. Là. Ça sert aussi parfois à ça, une émission. On peut vous mettre en connexion à la fin de l'émission. Ça peut toujours aider. En tout cas, on vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour votre témoignage. Grand coup de chapeau à vous, à votre épouse et puis aux enfants aussi. Et merci à Charlie Dupieux qui a aidé à la préparation de cet entretien. Docteur Boris Chaumette, on comprend l'importance, le rôle de la famille. Comment ça se passe, le travail entre le soignant et l'entourage? Ce que décrit Moussa est tout à fait illustratif de ce qui se passe, c'est-à-dire que soit on laisse ses proches errer, faire des voyages pathologiques, peut-être y rentrer soit en institution psychiatrique, soit parfois même en prison, soit on prend sur soi de s'en occuper, mais alors à ce moment-là c'est une charge monstrueuse pour la famille. Et c'est l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de structures pour aider, accompagner ces jeunes. Alors il y a probablement, il faudrait voir l'histoire pour le frère de Moussa, mais il y a des aides sociales qui existent et je suis pas sûr que ce soit toujours bien su par les familles. Et puis il y a des programmes d'éducation thérapeutique pour le patient parce qu'on peut, même s'il y a un déni parfois des troubles, c'est pas toujours le cas et on peut éduquer le patient à sa maladie, à ses traitements, mais aussi éduquer la famille. Il y a le programme par exemple Pro-Famille. Pro-Famille est un programme qui permet l'éducation de l'entourage et de pouvoir des fois dénouer un peu des situations aussi complexes. Bénédicte Chenu, ce programme Pro-Famille, justement, vous en parlez longuement dans votre livre, c'est très important. Vous avez envie de faire passer quel message à Moussa? On a entendu le courage, mais aussi la fatigue.
Oui, alors justement, nous nous sommes entretenus au téléphone il y a quelques jours. Et alors moi, justement, son témoignage, c'est voilà, ce genre de choses qui peut me mettre en colère, parce que j'ai vraiment la nette impression que ce qui a manqué, c'est une bonne prise en charge. C'est tout de suite d'utiliser la famille, de l'aider justement, et ce qui visiblement n'a pas été fait. Et donc, ce qui conduit parfois à des comportements violents, parce que je me dis que imaginez un jeune homme qui se trouve avec tout d'un coup des symptômes, qui a des sensations, des perceptions. C'est d'une violence terrible. Donc forcément, parfois, la personne est complètement perdue et elle peut retourner sa incompréhension. Et après, ça paraît justement, c'est une forme de violence, mais c'est juste parce qu'on ne lui a pas expliqué ce qu'elle avait. On n'a pas expliqué à la famille ce qu'elle avait. Et voilà, on en arrive à la prison. Et c'est ça si vous voulez, que je trouve, là, il y a vraiment, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Tout de suite, la famille devrait être prise en charge, on devrait leur expliquer. Il y a des programmes qui existent. Alors moi, j'ai suivi le programme Pro-Famille, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres. Il y a le programme Bref, qui a l'avantage d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus court. Et quand on veut savoir à qui s'adresser, on va vers quoi comme zone d'information, comme portail? Justement, nous, le collectif Schizophrénie a créé un portail en 2017. On a créé un portail justement pour informer, pour agir. Et c'est ce que j'ai justement proposé à ce monsieur, c'est d'aller sur le portail et là, il trouvera toutes les informations. Et s'il a des questions plus précises, nous avons donc une adresse mail et il peut nous poser des questions. Et nous, depuis, si vous voulez, on est 7 associations, on sera bientôt 9 associations. On a construit tout un réseau. On connaît les personnes, on commence à connaître les psychiatres et on peut aider, on peut accompagner, voilà, donner des idées, donner des noms de psychiatres. On sait ce qui a marché pour nos enfants, ce qui n'a pas marché. Donc voilà ce que moi j'ai suggéré effectivement d'aller sur le portail internet. On mettra le site, l'adresse de votre portail sur la page de l'émission justement liée à cette émission du jour de Priorité Santé consacrée à la schizophrénie. On va partir tout de suite, si vous le voulez bien, pour le Sénégal. Priorité Santé sur RFI. Pour vous retrouver en ligne de Dakar, Dr Racky Ouadkane, bonjour. Et bonjour Madame Paré. Vous êtes psychiatre au CHU de Fannes, enseignante-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop. Dr Ouadkane, la schizophrénie, maladie présente partout dans le monde, on le sait. Est-ce qu'il existe des études qui permettent de connaître la proportion des personnes concernées dans votre région, dans votre pays ? Oui, effectivement, mais il s'agit de proportions issues en milieu hospitalier, on va dire. Il s'agit de fréquences hospitalières. Et en 2015, il y a eu une étude qui a été menée au centre psychiatrique Émile Badiane de Ziguinchor. C'est une région du sud-ouest au Sénégal. Et on a trouvé une fréquence d'à peu près 12,25% de patients qui étaient suivis en ambulatoire et qui présentaient une schizophrénie. Alors il y a une forte proportion parce que ce sont les personnes qui viennent consulter. Donc, c'est certainement une proportion supérieure à la population globale. Exactement, parce qu'il s'agit aussi d'un centre spécialisé en psychiatrie qui ne reçoit que des personnes qui sont atteintes d'une maladie mentale. Et ça fait que la proportion, elle est importante. Alors, Moustapha, c'est un auditeur du Sénégal qui écoute RFI à Toubacouta. Il nous écrit sur la page Facebook de l'émission, sujet difficile à aborder en raison de la grande incompréhension du grand public. La personne souffrante de schizophrénie peut errer dans la rue, être rejetée par sa propre famille, isolée, sans abri. On a entendu des familles aimantes, des familles aidante au cours de cette émission, mais il y a aussi, il faut pas le nier, docteur Racky Ouadkane, des personnes pour qui la maladie égale le rejet. Ça existe ici au Sénégal avec ces malades mentaux errants. Il faut savoir qu'au tout début, avant qu'ils ne se retrouvent dans la rue, il y a un investissement colossal de la famille, aussi bien au plan financier et par rapport à l'étayage. Mais à un moment donné, cette famille va se retrouver épuisée, sans moyens. Des fois aussi, la symptomatologie, elle est persistante, elle est bruyante et ils n'ont plus quoi faire. Et le patient, effectivement, peut se retrouver dehors dans la rue. Oui, dans ce contexte-là, il n'y a pas
de rejet. Ils sont dans la rue, mais avec il y a un ressenti commun à la population. Par exemple, c'est il y a la compassion qui est là parce qu'au début, on se dit que de par les représentations de cette maladie, les patients ont été victimes d'un mauvais sort ou autre chose. Et du coup, cette compassion, elle est toujours présente. Par contre, de par certains termes péjoratifs, on peut les appeler comme ça. Par exemple, le terme de fou, c'est péjoratif. Et ça, c'est une stigmatisation qu'on constate fréquemment. Alors, le mélange de cette compassion et de cette stigmatisation, en tout cas, ce qu'on ne peut pas contester, docteur Rakiwat Khan, c'est qu'il faudrait plus de moyens pour la santé mentale. Vous, de votre côté, et ça vaut aussi pour la France d'ailleurs, docteur Wad Khan, qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge pour les personnes dont justement cette maladie, la schizophrénie, a été diagnostiquée? Alors, comme prise en charge, il y a une partie qui est commune aux autres pays, à savoir les neuroleptiques, c'est-à-dire les psychotropes, qui sont là pour contrôler les symptômes. Mais il y a aussi le traitement des comorbidités, parce qu'il y a aussi d'autres maladies qui s'y rajoutent, des maladies cardiovasculaires, la consommation de substances psychoactives. Il y a aussi l'accompagnement de la famille, du patient aussi, la réhabilitation psychosociale, avec d'autres aspects qui sont spécifiques au Sénégal, à savoir en institution, on organise des réunions qu'on appelle les PENCH, qui sont là pour écouter le patient, pour écouter les proches, pour trouver des solutions, parfois pour évaluer et faire des descentes à domicile. Alors cette prise en charge, je vous écoute. Une approche communautaire, c'est très important toujours? Oui, c'est très important parce que il y a les moyens qui ne suivent pas et on doit aller retrouver les patients de par les assistants sociaux qui sont disponibles jusque dans leur domicile, sachant que ces derniers sont confrontés à des problèmes budgétaires, donc ils ne peuvent pas aller loin. Donc cette prise en charge va présenter des atouts, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a aussi une partie des institutions où le patient peut s'exprimer de par l'art-thérapie. Il y a aussi les associations qui jouent un rôle très important. Ces associations, c'est eux qui vont s'occuper des malades mentaux qui errent dans les rues. Ils vont aller les chercher, leur donner à manger, leur faire des soins, chercher leur famille pour une réinsertion sociale et leur offrir parfois des médicaments, mais ils sont toujours en contact avec les psychiatres. Donc ça, ce sont des atouts. Par contre, il y a des insuffisances, comme quoi la disponibilité des médicaments, de certains médicaments qui sont de première intention lors du traitement de fond, parce que ces médicaments sont dépourvus d'effets, je ne dirais pas qu'ils sont dépourvus, mais il y a moins d'effets secondaires avec ces médicaments. Il s'agit des neuroleptiques de seconde génération, et nous, on en dispose très peu, ce qui fait que par moment, le patient, il est confronté aux effets secondaires de ces neuroleptiques-là à domicile, et après, il s'ensuit une rupture thérapeutique qui fait que les symptômes deviennent plus intenses, la famille devient impuissante, et c'est ça qui est à l'origine parfois de ces malades qu'on peut retrouver dans les rues. Alors, oui, insuffisance aussi, très certainement, il va falloir qu'on conclue sur ce point en termes de spécialistes, de psychiatres, avec un manque de personnel formé spécialement à la santé mentale. Oui, il y a un déficit, il y a un déficit, un psychiatre pour 100 000 habitants au Sénégal, et du coup, on doit investir dans la formation des jeunes médecins, les motiver pour qu'ils s'orientent en santé mentale. Il le faut parce que maintenant la demande elle est très importante contrairement à l'offre, et ça aussi ça pose des problèmes par rapport à la prise en charge de ces patients. Et toujours cette même problématique, à la fois accès aux médicaments, accès aux spécialistes. On vous remercie infiniment, docteur Rakiwat Khan, pour tout cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Excellente journée au Sénégal. RFI à Dakar, 92 FM. On voit la question posée sous un autre angle, mais finalement, les fondamentaux sont les mêmes. On arrive à la dernière partie de cet échange dans Priorité Santé. On va inverser, si vous le voulez bien, les rôles en conclusion. Bénédicte Chenu, la recherche, les attentes, l'espoir des familles en matière de la recherche. Vous suivez de ça de près en ce qui concerne la maladie, donc qui concerne, on l'a dit, votre fils, la schizophrénie?
Absolument, c'est justement c'est la raison pour laquelle cette année dans notre portail internet, on a mis l'accent sur la recherche et on a organisé des interviews, dont une interview avec le docteur Boris Chomet, justement pour répondre aux questions que se posent la plupart de nos adhérents et des personnes en général. Voilà, la schizophrénie, est-ce qu'elle est génétique? Est-ce qu'elle se voit à l'imagerie? Enfin, toutes sortes de questions. Donc c'est très important parce qu'elle est aussi, elle est source d'espoir pour nous. Elle est aussi source d'espoir pour les patients et justement elle déstigmatise dans le sens où elle peut couper court à ce genre d'idée que c'est un sort qu'on vous a jeté ou que la famille est responsable puisque ce n'est pas la réalité justement. Pour nous, oui, pour le collectif schizophrénie, c'est très important. La recherche est importante et justement on entend continuer à développer ce chapitre-là. Et on comprend bien que cette recherche, elle est vraiment pluridisciplinaire. Ça va concerner Absolument. Aussi bien le cœur de la maladie, comme on disait tout à l'heure, avec la question purement physique, génétique, et puis ces questions d'environnement, de contexte, etc. Docteur Boris Chomet, les interactions avec les familles, il faut aussi avancer dans ce sens. Il y a une réflexion du côté des soignants pour savoir comment mieux travailler avec l'entourage ? Oui, d'abord souligner que la recherche est vraiment en plein essor en ce moment en psychiatrie. Il faut s'en féliciter. Il y a un programme de recherche hospitalo universitaire qui vient de démarrer en 2020 qui s'appelle le RHU Psycare, qui vraiment va permettre de changer probablement la donne sur l'intervention précoce en France. Mais évidemment, on a besoin des familles pour contribuer, pour nous donner les idées. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à une autre étape dans la recherche, qui est la recherche participative, où les questions ne viennent pas uniquement des chercheurs qui seraient bloqués dans leur laboratoire, mais aussi des familles, aussi du grand public, qui viendraient avec des questions de recherche et qui viendraient alimenter les réflexions des chercheurs, et les chercheurs pourraient même contribuer à l'élaboration de programmes de recherche par les familles, par les proches, par les associations. Et au moment où l'hôpital demande plus de moyens, on entend très régulièrement des voix dans la psychiatrie demander encore plus de moyens pour ce pan de la médecine laissé de côté. C'est un sentiment que vous partagez, docteur Chomet ? Complètement. Je pense qu'il y a plusieurs psychiatres qui ont tiré la sonnette d'alarme récemment, notamment après le Covid, puisque maintenant on est dans une vague psychiatrique où on a beaucoup de patients qui sont restés cloîtrés chez eux pendant plusieurs mois, qui se retrouvent aux prises avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'anxiété, beaucoup de recrudescence des symptômes. Et aujourd'hui, on est face à une vraie urgence pour la psychiatrie, encore accentuée par cette crise post-Covid. C'est important de le dire. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On espère qu'on a ensemble fait avancer un petit peu la lutte contre la stigmatisation, meilleure compréhension de cette maladie, la schizophrénie. Merci à vous, docteur Boris Chomet, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, chercheur à l'INSERM, et à vous, Bénédicte Chenu, membre fondateur du collectif Schizophrénie au pluriel. Le site, le portail sur la page de notre émission. On rappelle le titre de votre ouvrage, Témoignages des lumières dans le ciel, publié aux éditions Le Duc. Priorité santé sur RFI. Et c'est lundi que s'est ouverte la conférence internationale sur le sida. Certains pensaient prendre leur billet pour San Francisco, pour la Californie, mais non. Les annonces, les échanges se réalisent compte tenu du contexte sanitaire, bien sûr, par écran vidéo interposé. Conférence à distance, forcément, ça ne facilite pas tous les jours le travail. Professeur François Dabis, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la NRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. Condition, on le dit, forcément difficile, alors que les enjeux pour ce cru 2020, eh bien, les enjeux sont très importants. Écoutez, oui, c'est pas facile, mais c'est vrai que les chercheurs ont déjà l'habitude de fonctionner en virtuel depuis quelques mois de manière très fréquente. Alors oui, les enjeux sont de deux ordres. Faire avancer la science et continuer à voir où est-ce que l'on peut avoir des améliorations. Et puis se poser vraiment des questions en 2020, où est-ce qu'on en est sur le contrôle de cette épidémie, alors qu'on avait fixé des objectifs assez ambitieux pour cette année. Alors justement, il y a de l'encourageant et puis il y a des tendances plus inquiétantes. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu retenir du dernier rapport qui vient tout juste d'être publié, professeur Dabis, par l'ONU-SIDA. Oui, vous avez raison. On voit bien qu'on a énormément progressé au cours des 10 et surtout les 5 dernières années en matière de lutte contre le VIH. De plus en plus de gens sont dépistés, de plus en plus de gens sont traités correctement. La prévention est de plus en plus efficace et de plus en plus utilisée. Mais l'ONU-SIDA a eu le courage et l'honnêteté de nous rappeler que toutes les cibles qui avaient été fixées pour 2020, en fait, aucune n'a été atteinte. On est systématiquement en dessous des objectifs
objectifs que l'on s'était fixés. Donc ça prouve qu'on n'est pas encore arrivé au bout de cette affaire. Avec un certain nombre de disparités régionales, si on regarde l'Afrique subsaharienne. Bien évidemment, c'est en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie centrale, que les retards les plus importants sont constatés. C'est une tendance qui se vérifie. Simplement, 2020, c'était un point où on devait vraiment regarder où on en était, et on voit bien qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Alors, il y a eu donc ce constat sur les années écoulées, et puis comme à chaque conférence internationale, il y a bien évidemment des annonces, la recherche qui travaille et qui présente les résultats de tous ces travaux. Professeur François Dabis, en matière d'innovation, quelque chose d'important, notamment pour ce qui concerne un traitement injectable. Oui, c'est-à-dire qu'on voit que maintenant, on va avoir à partir de 2021 certainement les médicaments injectables, les antirétroviraux injectables, qui vont devenir une option dans un premier temps pour les personnes qu'on va traiter, puis peut-être dans un deuxième temps, ultérieurement, également pour la prévention. Ces médicaments injectables vont avoir bien sûr des avantages. Ils vont convenir à certaines personnes, pas à tout le monde, et il faudra trouver l'équilibre entre la facilité qu'on induit là, et pour certains, on en restera bien sûr aux médicaments par voie orale, comme auparavant. On aura une autre possibilité, c'est une bonne nouvelle pour les patients et c'est une bonne nouvelle pour tous les professionnels de santé. Même si les choses ont beaucoup changé, avant il y avait vraiment énormément de cachets à prendre, maintenant il y a eu une concentration de plusieurs principes actifs pour faciliter, on va dire, le quotidien des gens, parce que prendre à échéance fixe ces cachets, c'est pas toujours évident, et surtout ça évite la rupture de traitement. Là, c'est absolument essentiel pour maintenir la charge virale au niveau le plus bas. Vous avez raison, le maintien de la charge virale au niveau le plus bas est contrôlé, c'est notre objectif et c'est l'objectif des personnes qui vivent avec ce virus. Et pour ça, aujourd'hui, cela nécessite un comprimé ou des comprimés quotidiennement. Ça reste quand même une forte contrainte. Si on propose à certains d'avoir des injections, disons, une fois par mois, on pourra peut-être même encore espacer plus, ça sera une autre option tout à fait formidable. Et dans le contexte actuel que nous vivons de la crise du Covid, où les ruptures de soins sont un risque fort, on voit bien que ce serait une option, bien sûr, tout à fait intéressante si on l'avait, mais on ne l'a pas pour l'instant. On avance sur ce terrain. En tout cas, vous avez cité cet impact d'une épidémie sur l'autre, professeur Dabis. Bien sûr, il faut en parler. Est-ce qu'on peut déjà évaluer le retentissement de la crise sanitaire liée au coronavirus sur la prise en charge, il faut dire, on va dire, de l'autre pandémie de ces 50 dernières années, le VIH-Sida? Écoutez, la collision entre les deux épidémies, le VIH d'un côté et le Covid, est une crainte très forte que nous avons depuis le début de l'épidémie de Covid. Pour des pays comme la France, en Europe, on a correctement géré ceci. On a notamment réduit le nombre de contacts qu'avaient les personnes vivant avec le VIH avec le système de soins en leur favorisant les téléconsultations, par exemple. Ça a très bien marché. Mais dans les pays où le système de santé est très fragile et où l'épidémie de Covid arrive maintenant, notamment je pense bien sûr à l'Afrique australe, nous sommes très inquiets. L'ONU-SIDA a fait des projections sur ce qui pourrait se passer dans un scénario qui n'est peut-être pas catastrophe, mais qui est tout à fait plausible. Et ça serait très grave, parce qu'on pourrait perdre en l'espace d'un an les bénéfices que l'on a acquis sur au moins les 5 dernières années, voire les 10 dernières années. Donc nous sommes très inquiets, et c'est les fragilités du système de santé qui nous inquiètent dans le contexte du Covid. Et on en reparlera demain, émission justement consacrée à cette question. Il faudra se montrer vigilant pour les mois qui viennent. Merci infiniment, professeur François Dabis. Je rappelle que vous dirigez l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. Priorité santé aujourd'hui, à la préparation, à la réalisation. C'est tout ça, qui fait la scène. Juliette Brault, Didier Bleu, Laurent Hérault. Demain donc, état des lieux. Covid-19, l'analyse du professeur Arnaud Fontanet, directeur de l'unité de recherche d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur et membre du conseil scientifique. On se retrouve demain. C'était Priorité Santé avec les sociétés Souno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Souno Assurance. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.